Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce soir un peu particulier puisque c'est la nuit des 10. Vous l'avez donc compris, notre vidéo va porter sur les enfants portant ce trouble. Alors qu'est-ce qu'un trouble 10? Un trouble 10, c'est un trouble cognitif, c'est-à-dire un fonctionnement particulier du cerveau qui va provoquer une difficulté des apprentissages particuliers. Les médecins s'accordent à dire que les troubles 10 sont innés, c'est-à-dire qu'ils seraient présents dès la naissance ou même in utero. Ce n'est pas quelque chose lié à l'environnement, à la façon dont vous avez éduqué votre enfant, mais qui est bien propre à son fonctionnement cognitif, le fonctionnement de son cerveau. C'est une donnée importante, car beaucoup de parents ont beaucoup culpabilisé suite à une annonce de 10. Vous pouvez vous rassurer, vous déculpabiliser. Ce n'est absolument pas la manière dont vous avez éduqué votre enfant dans les premiers mois et les premières années de sa vie qui ont provoqué ensuite un trouble 10. C'est bien un fonctionnement qui s'est ancré dès la naissance. Pour l'instant, on ne sait pas exactement pourquoi. Les troubles 10 peuvent aussi survenir lors de traumatismes crâniens. On divise les troubles 10 en plusieurs catégories. On a d'abord les troubles du langage écrit, qu'on va appeler dyslexie ou dysorthographie. Ensuite, on a aussi les troubles du langage oral, qu'on va appeler dysphasie. On aura également les troubles particuliers moteurs, qu'on va appeler dyspraxie. On va aussi y inclure tous les troubles visio-spatials. Et enfin, on aura les troubles des activités numériques, communément appelés dyscalculie. Peut s'ajouter à tous ces symptômes des troubles de l'attention et des troubles de la mémoire, avec ou sans hyperactivité. La détection d'un trouble 10 se fait visiblement dès le plus jeune âge. Cependant, il est quand même plus récent de le retrouver à partir de l'âge de scolarité, là où les apprentissages deviennent un petit peu plus importants et que les difficultés à suivre commencent à être observées. En tant que parent, vous pouvez avoir des premières observations qui peuvent apparaître chez votre enfant. Les premières qui doivent vous alerter au moment de la scolarisation, c'est l'émotionnel chez l'enfant. Un enfant triste, un enfant exclu, un enfant qui ne veut plus aller à l'école, un enfant que vous sentez désinvestir le pédagogique. Ce sont des symptômes qui peuvent vous amener à consulter. Évidemment, ce n'est pas parce que votre enfant a du mal à suivre en classe qu'il va tout de suite être catégorisé 10. Avant même de pouvoir donner une suspicion de 10, il va falloir exclure tout ce qui va être somatique et émotionnel. Les mêmes symptômes peuvent apparaître pour des difficultés anxiogènes, par exemple. La détection particulière de ce trouble va se faire au niveau d'un centre. N'hésitez pas à vous rapprocher de la Fédération française des 10 qui pourront vous orienter sur les professionnels à consulter en cas de suspicion importante d'un 10. Les prises en charge chez les 10 vont être en fait une rééducation. Comme on l'a dit, ce n'est pas une maladie, il n'y a pas un traitement, mais bien une rééducation qui va se faire derrière. Une rééducation, ça veut dire apprendre à vivre avec ces maladies et accompagner des stratégies d'acquisition, d'adaptation nécessaires. Vous allez beaucoup rencontrer des orthophonistes, des psychomotriciennes, des éducateurs, des psychologues et parfois des ergothérapeutes qui vont pouvoir vous accompagner dans l'accompagnement de votre enfant. Alors, les TCC dans la prise en charge d'un enfant. Les TCC, ou thérapie comportementale et cognitive, ce sont en fait une forme de jeu qui va permettre à l'enfant un renforcement d'un fonctionnement cognitif nécessaire à l'apprentissage. Ça va pouvoir porter sur la mémoire, sur le repérage spatio-temporel, sur l'attention, sur beaucoup de choses comme ça sous la forme de jeux qui vont permettre à l'enfant de récupérer certains fonctionnements tout doucement au fur et à mesure de la prise en charge. Ça va aussi inclure un investissement de certains outils et de certaines stratégies. On voit énormément d'outils à disposition pour les enfants 10, mais beaucoup de parents ont tendance à avoir des difficultés à permettre à leur enfant d'y accéder. L'enfant a l'objet mais n'arrive pas à l'investir. Le but aussi de la thérapie, ça va être de permettre à l'enfant d'investir cet objet, de se l'approprier, d'apprendre à travailler avec. Alors, dans ces thérapies, on va aussi voir toute une phase de remédiation face au pédagogique.
pour appréhender différemment les notions de lecture, d'approche de la lettre, d'approche du son, pour que cet enfant va commencer à se réapproprier ces choses-là et à ne pas les voir comme quelque chose d'inaccessible. Ça nous amène en effet à l'émotionnel, au travail émotionnel qui va être primordial chez ces enfants-là. Alors tout d'abord, il va y avoir malgré tout un deuil à faire face à la différence. Parce que certes, chaque enfant est différent, mais on est quand même dans une société où la différence dérange un petit peu, où on essaye d'atteindre une espèce de norme particulière, et ces enfants-là ont bien un fonctionnement cognitif différent, donc en soi vont fonctionner différemment des autres et vont devoir bénéficier d'adaptations particulières. Et malgré tout, pour l'enfant et pour le parent, c'est un deuil à faire nécessaire. On va aussi passer par une phase de gestion de l'émotion nécessaire. Ce sont des enfants qui vont être encore plus que les autres susceptibles d'être confrontés à la frustration, à la colère, et ce sont des émotions qu'il va falloir apprendre à gérer aussi. Il va y avoir une autre partie du travail pour certains enfants qui va être le travail de confiance en soi. Des enfants qui ont été face à un échec scolaire, parfois assez longtemps, le temps que se mettent en place certaines choses, le temps qu'il y ait une détection, le temps qu'il y ait des mots mis sur certaines choses, l'enfant a un certain manque de confiance en lui qui a pu s'être instauré et on va y retravailler pour qu'il puisse lui aussi reprendre un petit peu d'assise. Pour l'exercice du jour, il va vous falloir une feuille et un stylo. Vous allez commencer par prendre votre feuille face à vous et la découper en deux parties. Simplement, vous faites un petit trait pour la découper en deux parties. On va commencer par la première partie. Vous prenez le stylo dans votre main de prédilection. Moi, je suis droitière, donc j'utilise le stylo de la main droite. Et vous allez commencer par dessiner un carré. Tout simplement, vous dessinez un carré. Vous pouvez tourner la feuille si vous en ressentez le besoin. Hop, simplement. Et à l'intérieur de ce carré, je veux que vous écriviez votre prénom. Avec une belle écriture. Voilà. C'est fait. J'ai écrit mon prénom à l'intérieur d'un carré. Si vous aussi vous avez écrit votre prénom à l'intérieur d'un carré, je veux que vous vous concentriez maintenant sur l'émotion que ça vous provoque. Vous avez respecté la consigne, vous avez fait ce que je vous ai demandé, donc en ressort un sentiment de bien-être, un sentiment que vous avez bien effectué quelque chose. Gardez ce sentiment en tête, ce sentiment de la chose bien faite. Puis maintenant, vous allez reprendre votre feuille et vous allez prendre votre stylo de l'autre main. Moi, je suis droitière, donc je vais prendre mon stylo de la main gauche. Et vous allez reproduire la même consigne. Donc on commence par tracer un carré, mais cette fois d'une main qui ne nous est pas du tout de prédilection. On essaye de faire un beau carré avec des traits droits ou à peu près. Et une fois qu'on a terminé son carré, on va essayer d'écrire son nom à l'intérieur. Et encore, vous avez de la chance, vous avez un modèle. Et simplement, on écrit son nom à l'intérieur de notre carré. Et voilà. Je vous laisse regarder. Bon, je ne peux pas vraiment dire que je sois très fière de l'écriture de mon nom de la main gauche. On voit que les traits sont beaucoup plus fins, sont beaucoup moins sur deux. Les lettres se reconnaissent, mais elles sont beaucoup plus enfantines. Et là, ce que j'essaye de vous faire remarquer, c'est ce petit sentiment de frustration, de se dire « mince, c'est beaucoup plus difficile, toute cette énergie que j'ai dû mettre pour pouvoir réussir à faire un simple trait, à simplement écrire mon prénom, pour à la fin en plus un résultat qui n'est pas forcément le résultat le meilleur que j'aurais pu obtenir. » Concentrez-vous sur cette sensation-là, sur la sensation de frustration qui commence à venir à l'intérieur de vous. Est-ce que vous la ressentez ? Voilà où je voulais en venir. La sensation de frustration. Ce que vous venez de ressentir à écrire de manière forcément ludique votre prénom dans un carré, à faire quelque chose qui finalement paraît très simple. Je fais un carré et j'écris mon nom à l'intérieur. Qui finalement vous a demandé un petit peu d'énergie, en apportant un petit peu de frustration à la fin. C'est le sentiment de votre enfant décuplé
presque à chaque minute de la journée. Parfois, vous lui demandez quelque chose qui vous apparaît à vous extrêmement simple et finalement, pour lui, c'est une réelle difficulté. Imaginez un enfant 10 qui a des difficultés de perception et vous lui demandez de faire la décoration d'un mur, de coller des affiches. Mais oui, mais alors lui, il a une difficulté pour se repérer dans l'espace. Alors vous lui demandez quelque chose qui va avoir énormément de mal à faire, où il va devoir beaucoup se concentrer pour coller les gommettes au bon endroit sur le mur, les stickers sur les traits que vous avez dessinés. Et pour lui, c'est en fait une sensation de frustration permanente face à des choses que vous demandez qui vous paraissent parfaitement simples, mais qui ne sont en fait pas tant que ça pour lui. Et c'est important pour le parent de prendre conscience de cette sensation de frustration permanente chez l'enfant pour comprendre que pour lui, oui, les choses qui vous apparaissent simples à vous ne le sont peut-être pas autant pour lui. Et quand on a compris aussi cette façon de fonctionner, on commence à se dire qu'en effet, il va falloir l'aider à trouver des stratégies d'évitement et en tant que parent, vous ne pourrez pas faire autrement que de participer à cette stratégie d'évitement. Certes, vous n'êtes pas forcément présent en séance, alors personnellement avec moi vous n'y êtes pas, mais par contre on prend toujours un temps avant et un temps après pour que vous me disiez comment ça s'est passé avant et pour qu'après moi je puisse vous redonner les petites choses qu'on a travaillées pour que ça puisse être transférable à la maison. Mais même si vous n'avez pas été là en séance, le transfert de tous les acquis qui ont été faits en séance, c'est bien vous en tant que parent qui allez après les mettre en pratique dans la vie. Alors certes pas dans la vie scolaire, mais dans la vie de tous les jours. Et c'est déjà une grande aide, un grand apport pour l'enfant pour pouvoir après le retransférer à l'école. Voilà, c'est la fin de notre vidéo d'aujourd'hui et nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas si vous avez besoin à me proposer des thématiques spécifiques sur lesquelles nous pourrons travailler. Je vous rappelle que le 1er du mois c'est sur les adultes et le 15 du mois c'est sur les enfants. Je vous dis donc à dans 15 jours et vous souhaite une bonne nuit des 10.